Salut Iban, voilà, je t'ai mis administrateur, tu peux, quand tu veux, partager ton document. Ok, nickel. Est-ce que Dan, on m'entend bien ou pas? Parce que hier, j'ai eu quelques petits problèmes avec ma connexion. Là, je Ouais, voulais très bien. c'est net? Parfait. Est-ce que vous avez des questions un peu? Profitez de ces 2 minutes-là avec Iban si vous avez des questions avant qu'il commence son cours, c'est cool. Voilà, je vous laisse et à 19h vous commencez et si vous avez des questions, n'hésitez pas à lui poser. Bon, parfait, merci Dan. Donc, avant qu'on commence, on va attendre encore une minute, histoire de voir si des gens se connectent entre maintenant et dans 2 minutes. Donc, du coup, est-ce que vous avez des questions sur quoi que ce soit, sur des choses qu'on a pu voir hier, sur des choses plus globales que vous avez pu entendre ou voir en cours? Du coup, si vous avez la moindre interrogation, n'hésitez pas. Et on va reprendre, nous, tranquillou, le cours après. Donc voilà, si vous voulez, vous pouvez m'envoyer un message privé ou je répondrai à haute voix ou envoyer directement un message. Ou alors, pour les plus audacieux, vous pouvez même allumer votre micro et parler. Bon, là, j'ai vu que des gens ont un peu rejoint, on va pouvoir commencer. Euh, la première chose, c'est est-ce que des gens n'étaient pas là hier? Ou est-ce que tous les participants d'aujourd'hui ont écouté et ont compris ce dont on a parlé hier ou pas? S'il y en a, n'hésitez pas à me le dire, juste comme ça, je reprends tranquillement le début du cours et j'explique brièvement pour que les personnes ne soient pas larguées. Donc du coup, là, si j'ai pas de réponse, je considère que tout le monde était là hier, que tout le monde a relativement bien compris ce dont on parlait. Ah, voilà, un qui n'était pas là hier. Du coup, je vais reprendre tranquillement. Donc du coup, alors, sans tout reprendre, loin de là, mais pour expliquer brièvement ce que j'ai expliqué hier, c'est que c'est un cours qui a pour but de comprendre en fait, qui a but de vous dégrossir un peu et de vous permettre de moins paniquer et de voir un peu à quoi ça ressemble un cours et comment est-ce qu'on apprend. Parce que c'est un truc auquel moi je sais qu'avant ma P1 j'ai beaucoup stressé. On ne sait pas encore, on sait qu'on a beaucoup de cours, on sait qu'on a des matières très compliquées, des matières où il y a beaucoup de par cœur, et on ne sait pas trop comment on apprend en cours, on a l'impression de se jeter dans le grand bain. Du coup, voilà, le but de ce cours, c'est d'essayer de vous montrer que c'est pas impossible, mais qu'il faut suivre des techniques rigoureuses, qu'il faut être régulier, qu'il faut toujours travailler, être très sérieux et très régulier, et que c'est la clé de la réussite. Donc du coup, pour dégrossir pour
aller brièvement sur ce que j'ai expliqué hier. Et vous allez voir que même dans la suite du cours, je risque de revenir. Je sais que je répète un peu les mêmes choses. Je sais que c'est souvent un peu redondant parce que je vais prendre différents points de vue sur le même sujet. Mais, mais voilà, je pense que c'est la clé et que j'aimerais vraiment qu'à la fin de ce cours, toutes les personnes qui ont écouté aient compris ça, aient compris la structure d'un cours, aient compris comment l'apprendre et n'aient plus peur en fait d'appréhender un cours, n'aient plus peur d'ouvrir un nouveau cours et que devant chaque cours, tout le monde ait une méthode un peu précise et sache comment le faire et que ce ne soit pas la grande découverte le premier jour où les cours apparaissent. Donc du coup, la première chose, première partie, c'est la découverte du cours et sur cette partie-là, j'insistais sur le fait que pour moi, c'est le point primordial de cette partie, c'était le fait d'arriver à comprendre la globalité du cours. C'est-à-dire que sur cette découverte, qui est une découverte rapide du cours, qui peut être lue sur un cours en diagonale ou écouté en cours, il faut qu'à la fin, le cours soit compris dans ses grandes lignes. Donc là, c'est là où je donne un premier exemple, cette partie-là. Où, en fait, sur le cours de physiologie que j'ai envoyé sur le groupe hier, ben en fait, c'était un cours de 10 pages où on parlait de choses assez rapides et on nous expliquait notamment qu'il y avait la sensibilité, donc la sensibilité, critique, celle qu'on a au bout de nos doigts et partout sur notre corps. Elle se divisait en 3 grandes parties: les récepteurs, les voies afférentes et le traitement cortical. Et que ça, c'est la première découverte, c'est comprendre que le cours va traiter de ça. Et est-ce que, juste par rapport, je sais qu'hier j'ai eu quelques problèmes de connexion et notamment que ça buguait pas mal. Est-ce que on peut me faire un retour pour me dire si pour l'instant ça va? Pour l'instant, ça va très bien. C'est super fluide. OK, génial. Hem, donc du coup, voilà, ça c'était la première partie de la découverte. Ensuite, et donc j'insistais aussi sur donc la découverte, c'est la première fois qu'on voit le cours. Ensuite, sur la partie de la compréhension, là où j'expliquais que globalement, il y a 2 grandes techniques sur la manière de bosser ces cours. Soit la technique où on passe un gros bout de temps sur le cours. Dès le début, première vision, on passe beaucoup de temps et on cherche à comprendre le plus vite possible, que cette technique a ses inconvénients et ses avantages, bien évidemment. Ou alors une autre technique qui est de passer sur les cours de manière beaucoup plus rapide, de passer 2 heures par-ci, 2 heures par-là, 2 heures par-ci, 2 heures par-là, parce que certains d'entre vous n'arriveront pas à passer de temps trop long en continuant à être efficace et que si on n'arrive pas à être efficace en bossant 5 heures d'affilée le même cours, parce qu'on sature, parce qu'on est tous des humains et qu'on a tous des manières différentes de réagir à une charge de travail aussi dense, à ce moment-là, il faut favoriser le fait de se faire des petits passages et donc du coup d'apprendre au fur et à mesure le cours. Là, ceux qui n'ont pas le doc, normalement, Dan vous l'a envoyé sur le groupe. Si c'est pas le cas, juste, la personne qui n'était pas là, manifeste-toi et dis-moi que je le renvoie sur le groupe. Ça me prend 2 minutes, mais bon, normalement, tout le monde l'a. Si tu l'as pas, tu me dis et voilà et c'est que ça, c'est la partie qui est expliquée et ça, les personnes qui n'étaient pas là, je vous laisse le temps de lire ça en détail et surtout de ne pas hésiter à m'envoyer vos questions, et si vous avez la moindre question, ceux qui étaient pas là et qui avaient des interrogations sur ce que j'ai écrit, même ceux qui étaient là, n'hésitez pas à me dire, pour avoir plus d'explications ou que je vous explique ce que j'ai voulu dire. Donc ça, c'est la partie sur la compréhension et donc hier, on a fait ça. On a fait découverte compréhension où j'expliquais les différents points de vue de la compréhension, comment comprendre un cours, quelles sont les différentes méthodes, ce que je conseille, ce que j'ai fait moi. Donc, on a, discuté de ça et aujourd'hui, on va du coup attaquer la partie 3 qui est celle de l'apprentissage, qui est une partie qui est, encore une fois, qu'on ne peut pas dissocier de la découverte ou de la compréhension parce qu'en comprenant, on apprend nécessairement et en découvrant, c'est la même chose. Mais, on va aborder en fait de nouveaux points de nouveaux points d'étude de cours et notamment, on va parler ici d'un truc qui est très, très important, dont vous avez sûrement déjà entendu parler, qui sont les QCM. Donc voilà, l'apprentissage par cœur, c'est à ça que je fais référence quand je dis l'apprentissage. C'est cette partie-là qui va vous prendre le plus de temps parce que là où la compréhension se fait, bon, jamais très facilement, mais se fait, de manière un peu ludique parce qu'on cherche à comprendre, parce qu'on découvre quelque chose, parce qu'on a envie de savoir. L'apprentissage, c'est la partie barbante, c'est la partie ennuyeuse, c'est la partie où on s'arrache les cheveux parce qu'on n'y arrive pas et c'est celle qui va demander le plus d'énergie et en tout cas de force mentale. Parce que vous allez voir que vous allez vous arracher la tête sur des choses, vous allez faire les 1000 fois le même piège en QCM sans jamais arriver à passer au-dessus parce qu'à chaque fois vous tomberez dedans. Et ça, ce sont ce genre de trucs qui peuvent vous rendre fou. Donc
la chose sur laquelle j'insiste ici, c'est qu'il ne faut pas tout apprendre. C'est que ça, à nouveau, c'est comme je vous l'ai dit hier, c'est un truc qu'il faut complètement démonter. Et des gens qui vous disent, ouais, il faut tout apprendre par cœur en P1, pas d'impasse, je sais pas quoi. Non, c'est qu'il faut évidemment apprendre beaucoup de choses, mais il ne faut pas tout apprendre. Il ne faut pas apprendre la moindre information, il ne faut pas apprendre la moindre phrase, la moindre virgule, ou des choses qui, naturellement, quand on les voit, on comprend bien que ça ne peut pas tomber. Et ça, il ne faut pas avoir peur de se faire confiance, il ne faut pas avoir peur d'être un peu audacieux. Et quand on voit des choses qui nous paraissent pas tombables, pas tombables, dans le sens qui ne peuvent pas tomber au concours, il faut savoir se croire, il faut savoir ne pas tout apprendre. Parce que si vous voulez tout apprendre, et je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui sont un peu dans cette optique, pas d'impasse, j'apprends tout, j'apprends tout, j'apprends tout, mais en fait, vous n'allez pas réussir parce qu'il y a trop d'informations. Et bon, après, je dis ça, mais moi, j'avais mon année, un ami à moi qui avait été un vrai génie au sens propre de la compréhension et qui, en lisant une page de poly, par exemple, vous prenez votre poly d'analyse, je ne sais pas si vous l'avez vu, s'il y a des pages qui doivent faire 25 lignes, en la lisant 2 fois, il était capable de la retranscrire à la virgule près. Donc, soit vous avez cette capacité-là, et à ce moment-là, régalez-vous à tout apprendre, mais si vous êtes des personnes normales, comme je l'ai pu l'être moi, en essayant de faire ça, vous allez vous tuer. Vous allez vous tuer parce que vous allez essayer d'apprendre plein de choses, vous n'allez pas assez mettre l'accent sur les choses importantes, et en fait, comme c'est les choses importantes qui font l'objet de questions lors du concours, vous allez complètement vous foirer parce que les personnes qui auront appris 3 fois moins de choses que vous, mais des choses plus importantes, réussiront mieux que vous. Donc ça, il y a une loi de... ouais, c'est un peu de la bouillie, mais c'est ça que ça représente, la loi de Pareto qui dit que globalement, en apprenant 20% des informations, on peut répondre à 80% des QCM. Et donc, c'est un peu ça l'idée. C'est-à-dire qu'en focalisant sur les informations les plus importantes de vos cours, vous pourrez répondre à la majorité des QCM. Et c'est vraiment dans cette optique qu'il faut être, parce que vous ne pourrez jamais apprendre 100% du cours. En revanche, apprendre 20%, 30%, 40% des cours, ce sont des choses possibles. Du coup, voilà, il faut vraiment se focaliser sur l'information qui va être importante. Il ne faut pas se dire, cette page-là, je ne connais pas les 13 noms de protéines qui sont citées là, je me tue à les apprendre. Non, c'est qu'il faut être logique, il faut raisonner, il faut comprendre de quoi parle le cours en premier. Et une fois qu'on a compris de quoi parle le cours, on va pouvoir émettre un jugement sur la pertinence d'une information ou d'une autre. Donc du coup, si on a un cours sur les protéines et que le prof nous fait un paragraphe explicatif sur les lipides, par exemple, pour contextualiser qu'est-ce qu'une protéine par rapport à autre chose, il faut bien avoir conscience qu'aucune question ne portera sur le sujet des lipides. Ou si on fait de la chimie, donc en biochimie, et qu'il y a une parenthèse physique, par exemple, vous prenez le cours des orbitales, certains d'entre vous l'ont peut-être déjà vu, dans les premières pages, on a ce qu'on appelle la fonction d'onde de Schrödinger, qui est un truc avec des opérateurs hamiltoniens, des trucs complètement fous. On est en chimie. En chimie, on ne va pas nous demander des détails physiques, on ne va pas nous demander des trucs aussi pointus. Donc ça, il faut avoir la lucidité de se dire qu'il faut savoir faire le tri. Il faut savoir réfléchir à quelle info est pertinente et laquelle ne l'est pas. Et donc, pour se baser là-dessus, j'en reparlerai plus tard, mais la chose la plus importante, ce sont les annales. Ce sont les anciens QCM, pour ceux qui ne savent pas. Les annales, ce sont les QCM qui sont tombés au concours des années précédentes. Et il faut vraiment que ce soit ça votre guide. C'est que si quelque chose tombe en annale, à ce moment-là, il ne faut surtout pas le négliger. Il faut vraiment l'apprendre. Et si quelque chose ne tombe pas en annale, à ce moment-là, on peut être un peu plus indulgent. Et si en plus cette chose nous paraît complètement fantasmagorique et complètement hors sol par rapport au sujet du cours, à ce moment-là, c'est évident qu'il ne faut pas l'apprendre. Du coup, voilà, il faut vraiment avoir cet éclair de lucidité quand vous voyez vos cours pour chercher à tout comprendre dans un premier temps et concentrer l'apprentissage, qui est la partie redondante, la partie qui est vraiment dure. Alors, où est-ce qu'on trouve les annales? Les annales, vous allez les avoir, donc ça, j'en parlerai en détail sur la seconde partie. Je répondrai à ta question tout à l'heure parce qu'elle sera pertinente et je vous en parlerai. Donc du coup, quelle partie du cours il faut apprendre? C'est plus ou moins ce que je vous disais. Pour ça, il n'y a pas de secret, il faut regarder rapidement et très souvent les annales. Elles donnent le niveau de connaissance des cours attendus, les sujets de prédilection de certains professeurs. Ce sont les seules informations fiables auxquelles il faut se fier. Il ne faut pas, donc là il y a une petite coquille, surtout pas chercher à connaître dans les moindres détails l'ensemble du cours. Donc c'est plus ou moins en substance ce que je viens de vous dire. Mais voilà, très important, vous allez voir, par exemple, le premier cours, pour ceux qui ont commencé un peu à regarder la biochimie, sinon vous le ferez au stage de pré-rentrée, il y a un premier cours sur l'atome qui doit faire 10 ou 12 pages, qui est pas très compliqué, qui est assez rapide, assez court.
Ben, en fait, le prof doit avoir 15 items. Donc, un QCM, c'est composé de 5 items. Et donc, ces 15 items, depuis 10 ans, il fait tomber exactement les mêmes. C'est-à-dire que si vous faites que les annales de ce cours, vous allez voir que c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps la même question. Donc, à ce moment-là, quand vous êtes face à ce cours, évidemment qu'il faut chercher un peu à l'apprendre. Évidemment qu'il faut chercher à le comprendre pour pouvoir suivre le déroulé. Mais quand à la fin, vous voyez le tableau de Mendeleïev avec 3 colonnes qui sont détaillées, ben, vu que ça n'est jamais tombé en annales, c'est impertinent de l'apprendre. C'est qu'il y a tellement de choses à apprendre cette année que se concentrer sur des choses dont la probabilité qu'il tombe sont presque infimes, parce que la probabilité que ça tombe n'est jamais nulle. Si ça se trouve, le mec va complètement péter un plomb cette année-là et il va décider de changer radicalement ses questions. Mais si ça arrive, d'un point de vue statistique, ça va arriver à un ou deux profs. Et donc moi, pour avoir appliqué cette technique, c'est-à-dire d'apprendre que l'essentiel de mes cours, d'apprendre que les informations importantes, ben, ça m'a pas fait, ça m'a pas posé de problème. Et j'ai pu répondre à, donc j'avais calculé plus ou moins, donc en ayant vraiment fait ce truc de me dire que j'apprenais uniquement plus ou moins 20% du cours, j'ai réussi il y a juste 3 items au premier semestre auxquels j'ai pas su répondre parce que je ne savais pas. Tout le reste, ben, je savais. Après, je me suis trompé, évidemment, comme plein de personnes, mais il y avait seulement deux ou trois items pour lesquels je me suis dit, ah ben, cette partie du cours, je ne l'ai pas vue. Donc, du coup, voilà, c'est ça la chose à laquelle je vous fais réfléchir, c'est que même des tuteurs vont vous dire on apprend tout, on apprend tout, on apprend tout, c'est pas vrai. C'est que si vous avez tout compris par cœur et que vous connaissez l'essentiel de vos cours et que vous voulez vous faire le luxe d'apprendre les moindres détails, allez-y. Mais la plupart d'entre vous, vous allez voir que l'année est compliquée, que les QCM sont difficiles. Donc, avant tout, se concentrer sur les choses qui sont importantes. Donc, du coup, il ne faut pas essayer de faire du zèle en apprenant des choses inutiles. Il faut vraiment rester dans ce qu'on vous demande, dans l'essentiel et dans ce que les annales vont vous montrer qu'il faut apprendre. Donc, du coup, là, j'ai mis un exemple. Donc, si vous avez le cours sous les yeux, ça sera pertinent. Donc, prenez votre cours de physio que je vous ai envoyé hier. Est-ce que tout le monde a le cours de physio ou pas? Oui. Si tout le monde l'a, tant mieux. Je regarde juste si quelqu'un me dit qu'il ne l'a pas. Bon, a priori, tout le monde l'a. Donc, prenez votre cours de physio. Tac, tac, tac. Je vais l'ouvrir aussi. Et je vais partager cette page. Arrête le partage. Tac, tac, tac. OK. Est-ce que vous voyez bien à travers le partage d'écran? Comme ça, même les personnes qui n'ont pas le cours vont pouvoir suivre. Oui, on OK. Qu'est-ce que me dit le chat? OK, je vais le renvoyer. Bon, non, en fait, je vais pas le renvoyer, pardon, parce que je pense que ça va mettre trop de temps. Bon, je vais quand même essayer, mais tout hier, ça a mis une dizaine de minutes avant de s'envoyer. Du coup, j'ai peur que ça passe pas, ou en tout cas que ça mette trop de temps. Mais je vais, si j'arrive pas à le renvoyer rapidement, on va le faire depuis mon ordinateur. Et ceux qui ont le cours ben, vont pouvoir suivre ou même pas. Bon, on va voir. Alors, à quelle vitesse ça s'envoie? Ouais, bon, laissez tomber, ça va mettre au moins 5 minutes. Et on n'a pas 5 minutes. On va essayer d'aller un peu vite. Partager l'écran. Oh putain, il faut que je le réouvre. Ok, là on est bon. Du coup, sur ce cours de neurophysio, pour ceux qui n'étaient pas là hier, c'est un cours de physiologie où, si je dis pas de bêtises, vous allez le voir peut-être début octobre. Donc c'est la fin de la fin de la physio. La physio, c'est une matière qu'on fait à la fin. Donc, donc ça, vous risquez de la voir autour du peut-être 8-9 novembre, pardon. Octobre.
Donc, du coup, c'est ce qu'il y a maintenant, mais qui était pas mal pour illustrer un de mes exemples, surtout pour les cours. Là, qui va dans le central, on parle du traitement des informations sensorielles, donc des choses. Ça bug? Ça bug. Ok, je pense que c'est parce que j'en ai le cours. Est-ce que là, si je continue à parler, c'est un peu mieux ou est-ce que ça rebug à nouveau? Non, c'est mieux là. Ok, c'est bon parce que j'ai envoyé le cours en même temps. Du coup, je vais arrêter de l'envoyer. Désolé pour Yael qui me l'a demandé. Envoie-moi, si tu le veux, tu m'enverras un message sur WhatsApp. Ça passerait un peu mieux et un peu plus rapidement. Mais là, par ça, c'est un peu galère. En plus, vu que j'ai la connexion est, comme vous avez pu le voir, un peu instable. Si je commence à faire tout ça, ça va être l'enfer. Donc du coup, voilà, c'est un cours qui est pas très compliqué, un cours qui est assez simple, qui introduit des nouveaux sujets. C'est pour ça qu'au début, vous ne connaissez pas tout, mais c'est ce qu'il y a de plus normal. Des nouvelles définitions, des principes de sensibilité qui ne vous sont pas forcément familiers, mais qui n'ont rien de sorcier. Est-ce que le sabot grave, c'est maintenant à nouveau? Non, ça ne bug pas là? Non. Ok, ça va, cool. Donc du coup, voilà, bon, un cours qui n'est pas très compliqué. Et si vous n'avez pas les aussi dites-le moi parce que je dézoome. Mais si à un moment ça vous ne voyez plus, vous me faites signe. Mais vous allez voir que dans ce cours, il y a pas mal d'informations et je vais vous aider sur ce cours-là à cibler lesquelles ne sont pas forcément pertinentes d'apprendre. Donc on voit que c'est un cours qui va traiter la sensibilité au sens large. Donc par exemple, la partie sur la motricité, on peut se douter qu'il n'y aura jamais aucune question dessus. Après, apprendre et regarder et lire cette partie-là, c'est cohérent. Ça nous permet de comprendre que d'un côté, tu as la sensibilité qui vont être les voies qui vont être afférentes, qui vont venir jusqu'au cerveau, et de l'autre côté, il y a la motricité. Donc sensibilité qui monte jusqu'au cerveau, voies afférentes, motricité qui sont les voies qui vont partir du cortex pour descendre jusqu'aux membres, voies efférentes. Mais à aucun moment, on va vous poser une question sur cette phrase sur la motricité. Pareil, c'est un cours sur la sensibilité. Là, on vous cite quelques grandes fonctions. Attention, vigilance, sommeil, conscience, émotion, langage, mémoire. Ça ne sert à rien. Il n'y aura aucun QCM le jour du concours qui va vous demander quelles sont les grandes fonctions du cerveau. C'est que ces grandes fonctions, on en a conscience par nous-mêmes, les émotions, le langage, la mémoire. Si jamais, dans le pire des cas, un cas où tout serait bouleversé, on en reviendrait à vous poser ces questions-là, ce sont des questions par lesquelles, avec le bon sens, vous pouvez répondre. Le sommeil, la vigilance, la conscience, les émotions. Donc ça ne sert à rien de s'embrouiller l'esprit en apprenant cette piste de 6 fonctions, alors que ça ne tombera jamais. Donc ici, c'est pareil. L'anatomie avec la répartition des cortex secondaires, cortex associatif unimodal, c'est à des éternités de la chose que le cours essaie de nous... Enfin, la répartition géographique, je parle. Parce qu'ensuite, là, on nous parle de différentes organisations corticales, primaires, secondaires, associatif unimodal, etc. Même ça, ça, moi, je l'apprendrai à votre place parce que c'est une partie, on vous différencie quelque chose. Mais c'est pas la chose primordiale à apprendre. C'est que ça ne tombera probablement jamais. Mais bon, quand même, cette année, il faut apprendre plus de choses que ce qui est possible de tomber. Même en apprenant 20% des informations, on apprend des choses qui ne tomberont pas et dont on a presque la certitude. Et bon, là, si c'est écrit comme ça, c'est que le prof, donc ça, c'est mon cours de mon année. Mais normalement, les cours ont assez peu changé, c'est que le prof en a parlé à l'oral et que du coup, il faut savoir qu'il y a une différence entre le primaire et le secondaire et qu'ensuite, il va y avoir d'autres types de cortex. Et pareil, cette partie-là sur l'anatomie, comme le dit bien le titre, c'est de l'anatomie. En UE5, pour les cours d'anatomie, on va vous en parler un peu plus dans le détail. Donc ensuite, voilà, comment est organisé le traitement cortical. Il y a donc 50 milliards de neurones dans le cerveau. Ça, c'est par exemple une information qui peut tomber. 50 milliards de neurones, c'est une information sur laquelle c'est assez facile de faire un piège. Donc, du coup, ça, il faut l'apprendre. Ils sont connectés en micro-réseaux, ces micro-réseaux sont connectés en macro-réseaux. Donc là, un exemple pour vous montrer de choses qui ne servent pas forcément à être apprises par cœur, parce que ça a du bon sens. Donc, micro, ça veut dire microscopique. Macro, c'est plus grand. Par exemple, les cellules sont à l'échelle microscopique et le corps humain est à l'échelle macroscopique. Donc, c'est deux références, mais on a bien conscience que les micro-réseaux sont plus petits que les macro-réseaux et que du coup, les micro-réseaux sont naturellement connectés en macro-réseaux. Voilà, par cette phrase, on peut imaginer que le cerveau est comme un orchestre. Ce sont un exemple, c'est une analogie pour nous faire comprendre à quoi peut s'apparenter un cerveau. Mais apprendre que le cerveau est un orchestre, enfin, il ne faut pas l'apprendre
dit comme ça. C'est que ça nous permet de comprendre. On imagine qu'effectivement, il y a une multitude de connexions neuronales qui se font, qui peuvent s'apparenter à un orchestre, mais cette information n'a aucun sens n'a pas de sens à être apprise. Chaque population de neurones d'un petit groupe d'instruments qui va faire une oscillation, ça va de soi, mais ça, il ne faut pas du tout apprendre cette phrase. C'est un peu ridicule. Bon, là, pareil, programme des cours à venir, c'est le programme des cours. Vous n'allez pas commencer à apprendre le nom des profs avec les différents types de sensibilité et de sens. Voilà, par contre, ça, il faut apprendre. Somesthésie et nociception. La somesthésie, donc, on n'apprend pas cette partie-là. L'étymologie, ça n'a aucun sens. C'est que c'est pour vous, pour votre culture, pour ceux qui ont fait du grec ou du latin, peut-être, mais pour le reste du monde, ça ne sert à rien d'apprendre que ça vient du grec avec des lettres que je ne connais pas et que ça veut dire soma et le corps et sensibilité, donc sensibilité du corps. Ça, c'est un exemple pour vous définir, mais ça, on ne l'apprend pas. Voilà, somesthésie, donc ça, par contre, ça, il faut l'apprendre, comprendre qu'est-ce que la somesthésie. Percevoir l'environnement, ça il faut le connaître, les différents types de sensibilité. Donc épicritique, ça va vraiment être des choses très fines, protopathique, les sensibilités un peu plus fortes, thermoalgique, chaleur, ça c'est à apprendre, avoir la représentation de notre corps, proprioception. Donc ça, c'est par exemple en fermant les yeux, la capacité à savoir où sont nos mains. Ça pareil, c'est des choses qui sont à comprendre. Donc ça, encore une fois, pas avoir la définition exacte, parce qu'on ne va pas tant vous interroger sur la définition exacte, ou alors, quand on va vous interroger sur des définitions exactes, vous allez le voir dans les annales, mais on va vous demander la compréhension. C'est qu'on s'en fout de savoir si vous pouvez réciter à la virgule près la définition de nociception et de somesthésie. Ça, j'insiste dessus, ce qui est écrit dans le cours Medibox, ce n'est pas le prof qui l'a écrit, c'est un étudiant qui a retapé ce qu'a dit le prof. Donc il y a des erreurs, donc ce n'est pas retranscrire exactement ce que le prof a dit. Du coup, l'apprendre par cœur n'a aucun sens. Soit la définition est sur un diapo encadré avec marqué à apprendre, et dans ce cas-là, on peut l'apprendre par cœur. Mais sinon, pour le reste de ces définitions, il faut les saisir, il faut les comprendre. Et c'est ça qu'on vous demande. On ne vous demande pas de l'apprendre en faisant du bachotage comme vous pouvez faire au lycée. Là, on ne nous demande plus du tout ça en médecine. Donc la nociception, système physiologique qui permet de détecter des stimulations susceptibles de menacer l'intégrité de l'organisme. Bon, ben ça, c'est à apprendre peut-être cette phrase. Mais ensuite, il y a les réflexes, immobilisation, comportement, douleur, nociception. Ça, à nouveau, c'est quelque chose qu'il ne faut pas apprendre, ou en tout cas pas apprendre toutes les phrases. C'est que si vous n'arrivez pas forcément à saisir, parce que ça, c'est quelque chose qui se comprend. On comprend que le système physiologique et les systèmes susceptibles de menacer l'intégrité du corps vont être différentes choses qu'on peut s'imaginer par des exemples. Et ici, chaque tiré va être un exemple. Par exemple, en cas de fracture, comportement d'évitement, douleur, etc. Et voilà, il y a l'exemple. Donc ça, il ne faut pas apprendre les exemples par cœur. Ou alors, il faut les comprendre avant de les apprendre. Parce qu'il n'y aura jamais une question sur est-ce que immobilisation, c'est un cas de fracture. C'est qu'on va vous demander une question de compréhension. On ne va pas essayer de vous piéger sur des choses aussi petites que ça. Donc voilà, nociception, il faut bien comprendre le principe, il faut bien comprendre quels sont ces éléments qui vont participer à la nociception, mais on ne va pas vous demander de le retranscrire et on ne va jamais vous dire est-ce que douleur égale sensation ou perception. Enfin, ce sont des exemples qui sont là pour illustrer et qui ne sont surtout pas à apprendre. Et ce qu'on vous demande d'apprendre, c'est ce qu'on on vous demande de le comprendre. Et ça, voilà, ça, il faut aussi, là, j'introduis une nouvelle partie, c'est qu'en écurie, vous allez voir qu'il y a des QCM qui sont plus ou moins de bonne qualité. C'est-à-dire qu'il y a des tuteurs qui essayent de faire des QCM réfléchis, des QCM, on va vous faire réfléchir, ou on va chercher à vous titiller un peu sur des points de compréhension. Et il y a des tuteurs, parce que malheureusement ça existe, qui prennent simplement des bouts de phrases comme ça. Ils vont prendre ça, je sais pas moi, réflexe de retrait quand on touche quelque chose de trop chaud par exemple, qui vont remplacer chaud par froid et qui vont considérer que la phrase est fausse. Alors que ça, c'est absolument n'importe quoi. Et c'est là où il faut être vigilant et qu'un tuteur, c'est pas forcément quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance à 100%. C'est pas quelqu'un qui fait que des QCM qui sont géniaux, c'est pas quelqu'un qui a raison partout. Donc du coup, là aussi, il faut garder un peu de distance avec les QCM que vous allez faire. C'est que quand la faute est évidente et que la justification va de soi, à ce moment-là, il faut accepter d'être tort. Il ne faut pas non plus être. Faut pas rechigner à la moindre faute en expliquant que c'est le tuteur qui a tort. Mais par contre,
des fois, il y a des QCM qui sont vraiment pourris et il ne faut pas avoir peur de poser des questions. Il ne faut pas avoir peur de dire non, mais c'est débile ce que tu écris là. Et de discuter avec la personne pour, s'il est de bonne foi, arriver à concevoir le fait qu'il s'est trompé, que sa question est peu pertinente. Par exemple, s'il y a cette phrase-là avec remplacer chaud par froid, ben, c'est pas faux parce que c'est la même chose. Par exemple, là, dans ce cas-là, et en plus de ça, c'est pas pertinent parce que ça ne tombera jamais au concours comme ça. Si ça tombe au concours, on va échanger des choses, on va vous mettre la définition de somesthésie à la place de nociception et l'inverse pour voir si vous avez compris les termes. On ne va pas vous demander, ou même si, par exemple, il y a une définition de somesthésie qui veut dire plus ou moins la même chose, mais qui n'est pas exactement celle qui est citée ici, la phrase, le jour du concours, elle est vraie. Parce que le prof cherche avant tout à vous faire comprendre les principes. Il ne cherche pas que vous l'appreniez par cœur. Par contre, vous pouvez être avec le tuteur qui, parce qu'il manque un mot, parce qu'il manque une lettre, considère que la phrase devient fausse. Donc c'est là où il faut être vigilant et vous gardez toujours votre propre sens critique sur les choses que vous allez voir. Et voilà, il faut se dire que les profs cherchent avant tout à vous faire réfléchir. Certains chercheront à vous piéger, ça vous entendrez parler avec certains profs, mais la plupart des profs sont là pour vous faire réfléchir, pour voir si vous avez compris le principe de leur cours. Et donc à aucun moment pour vous questionner sur est-ce que c'est les réflexes de retrait, c'est quand il fait chaud ou quand il fait froid. Donc ensuite, la partie sur les récepteurs, sur la traduction d'une physique, chimique ou thermique comme message nerveux. Ça, c'est un mot qui est important de comprendre. On ne vous interrogera jamais sur la définition dans ce cours-là, hein, qu'on s'entende bien, mais c'est pour la compréhension globale qu'il est intéressant de comprendre ce que signifie la traduction. Donc, mécanorécepteur. Voilà, là, pas besoin de retirer le nom des mécanorécepteurs sur ce schéma. Quand il y a une phrase comme ça, on ne dit pas, bon, ben, j'apprends rien de cette page, parce que ça serait faux, mais on se dit qu'effectivement, ça ne sert à rien d'apprendre Corpuscule de Pacini, de Ruffini, c'est qu'il faut rester cohérent sur tout ça. Donc, différents types de mécanorécepteurs, modalités rapides, lentes, voilà, ces choses-là sont à comprendre, mais il n'y a pas grand-chose à apprendre. Ça, cette expérience, pareil, elle ne tombera jamais. On s'entend bien, si on plante un compas élargi de 4 cm dans le dos de quelqu'un, il ne sentira qu'un seul point. On ne vous mettra jamais une phrase, ou alors jamais le prof vous mettra si on plante un compas élargi de 3 cm. Mais par contre, en considérant que la phrase est fausse. Par contre, ce qu'on vous demandera, c'est on vous demandera si la sensibilité au niveau du dos est plus importante que celle au niveau de l'index. Ça, c'est une question de compréhension du cours. Mais par contre, est-ce que l'index c'est 1 ou 2 mm ou est-ce que c'est 3 ou 4 mm? Ce n'est pas une question qui est pertinente. Autre récepteur, donc voilà, terminaison nerveuse libre. Ça, il faut comprendre, thermorécepteur. Donc là, on reparle des terminaisons nerveuses libres. Ça, c'est des choses qu'il faut comprendre et qui sont difficilement dissociables de l'apprentissage parce que ça va être des différents types de récepteurs dont il faut connaître le nom. Et par exemple, quand il y a un thermorécepteur, on pense que ça va parler de la température. Donc ça, c'est des exemples dans lesquels la compréhension et l'apprentissage ne sont qu'une même enfin, qui sont deux faces de la même pièce. Récepteur et muscle d'articulation, donc là, on parle de la proprioception. Voilà, récepteur articulaire. Donc là, la proprioception, c'est la capacité à capter ses mouvements et à remarquer à percevoir son corps en fermant les yeux, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Et donc ça fait notamment au niveau des récepteurs articulaires, des organes tendineux de Golgi. Donc les tendons, c'est ce qu'il y a au bout de certains muscles. Fuseaux neuromusculaires, bon, ces choses-là, pareil, ça c'est un truc qui se comprend, les grands tirés, il faut les avoir en tête, mais ça a très peu de chances de tomber. C'est une information qui est précise et qui n'est pas pertinente et qui n'est pas assez pertinente par rapport au cours. Les questions qu'on vous apprendra dans le cours, ce seront des questions qui seront souvent plus générales. Ensuite, voilà, voix sensitive. Donc là, les deux choses très importantes à comprendre, voix lémiscale, voix spinothalamique. Ça, par contre, quand il y a ce genre quand on vous met on vous présente deux voix sensitives et que les deux ont des caractéristiques et sont caractérisés par des adjectifs qui sont des antonymes, par exemple rapide et lente, ça flash directement dans votre tête comme information très importante. C'est que je serais prêt à parier que s'il y a déjà eu un QCM sur ce cours, le QCM, ça pouvait être la voix lémiscale et tu as la voix lémiscale est indirecte et lente. La voix lémiscale décuse au niveau du bulbe rachidien. À ce moment-là, c'est vrai. Et que c'est ce genre de questions qui vont être posées. Parce que là, c'est quand le prof cherche un peu à vous piéger,
parce que c'est souvent le jeu. Les profs, on leur explique qu'il faut piéger un peu les élèves pour pas que tout le monde ait 20 et qu'il faut avoir des petits pièges. Mais bon, c'est sur ce genre de piège qu'on va vous piéger. On ne vous piégera jamais sur est-ce que le récepteur articulaire des articulations, c'est une terminaison nerveuse libre ou un thermorécepteur. C'est qu'on posera vraiment ces questions sur les choses sur lesquelles le prof insiste. Et là, en l'occurrence, la voie lamnicale et la voie spinothalamique, elles font l'objet d'une partie entière du cours. Et elles sont pertinentes parce que ça va être ça la sensibilité. C'est ça ce qu'on va vouloir vous faire comprendre dans ce cours. C'est que la sensibilité, il va y avoir différents types de sensibilité qui vont avoir différents récepteurs et qui vont avoir différentes voies en fonction de leur origine, en fonction du type d'information que c'est. Donc ça, c'est très important. Et pareil, ça, il ne faut pas apprendre par cœur au mot près ce qui est marqué là. Il faut saisir, il faut comprendre de quoi va parler la voie lemniscale. Pareil, ce schéma ici, enfin cette diapositive, il ne faut pas l'apprendre par cœur. Il ne faut pas apprendre par cœur ce qui est marqué en bas à droite. Il faut comprendre que la voie lemniscale va décusser au niveau du bulbe et ne va pas ni décusser au niveau segmentaire comme la voie extralemniscale. Si ces termes de bulbe, segmentaire, décussation sont encore un peu flous pour vous, c'est normal, vous n'avez pas encore parlé. On parle, ça c'est des choses qui vont être vues plus en détail en anatomie, c'est des choses qui vont être mieux expliquées en anatomie, donc c'est normal que ça soit encore un peu flou pour vous aujourd'hui. Mais bon, sur le principe, c'est ça qu'il faut saisir de ce cours-là. Et que là, sur cette partie-là, il faut vraiment que vous ayez un flash en mode, en fait, c'est ça la partie importante du cours. C'est ça où si le prof doit faire quelque chose, c'est ça qui fera tomber. Et ça, il faut que ça flash parce qu'on voit l'importance, quand on a compris le cours, on comprend que ces voies afférentes, c'est là où il y a une spécificité. C'est là, et c'est d'ailleurs l'information importante du cours. C'est la spécificité du cours, c'est la chose un peu technique, donc qui n'est pas très compliquée, mais c'est le petit côté technique du cours de parler de ces deux voies afférentes. Donc du coup, c'est là, potentiellement, le prof considère que c'est important de vous interroger, parce que c'est important de savoir si vous avez compris de quoi traite son cours. Alors que les différentes fonctions ou les définitions exactes du mécanorécepteur sont beaucoup moins importantes et sont beaucoup moins pertinentes à faire tomber pour le prof. Ensuite, traitement cortical. Pareil, bon, souvent les phrases en rouge ne veulent pas toujours signifier l'importance parce qu'elles sont mises arbitrairement par les tuteurs sur Medivox, mais en l'occurrence ici c'est important. L'information d'abord traitée dans le cortex sensoriel primaire, il est en arrière du sillon central et en avant le système moteur. Donc ça, on vous l'explique. Donc là c'est l'arrière ici, l'avant ici, et tout ce qui va être au niveau de la sensibilité va se situer en arrière de ce sillon qu'on appelle le sillon de Rolando. Ça pareil, vous allez le voir en anatomie, plus en détail, mais c'est très important de comprendre qu'il y a le cortex préfrontal qui va être ici, postfrontal ici, et que c'est au niveau postfrontal que vont se faire une partie de la sensibilité. Ça, c'est une information importante. Mais savoir que Penfield s'appelait Wilder et qu'il a fait des chirurgies éveillées et que tout ça, c'est pas des informations qui vont tomber au concours. Penfield, c'est pour votre culture générale, parce qu'il a fait des choses qui sont assez intéressante et qu'il a beaucoup participé à la découverte de notre cerveau, notamment avec cette homoculus de Penfield, qui est la répartition en fonction de la zone. Donc là, c'est un cerveau qui est dessiné là. Là, il y a le sillon de Rolando. Donc là, euh, c'est une coupe coronale. C'est une coupe qui va couper le corps en avant et en arrière. C'est qui va couper enfin voilà, qui va couper en deux, avec en avant d'un côté, en arrière de l'autre. Donc là, la partie ici. Vous voyez ma souris ou pas quand je fais tout ça? Oui. Ok. Donc ça, cette partie-là, c'est la partie centrale. C'est vraiment le sommet de votre tête. Et en fait, ben, cette partie-là va correspondre aux pieds, jambes. Et donc là, tout est réparti enfin, tout est réparti en allant du centre vers le côté latéral pour finir sur du intra-abdominal. Mais ça, pareil, ça va de soi qu'il ne faut pas du tout l'apprendre. Pour de vrai. Il ne faut pas apprendre ce que l'auriculaire est avant la lèvre ou après l'épaule, quoi. Ça, c'est pareil. À la limite, en voyant ça, comprendre, et encore une fois, c'est de la compréhension. On comprend bien que le tact épictique au niveau le tact sensible est bien plus développé que dans le dos. C'est un peu la même chose que quand on parle des mécanorécepteurs ici. On nous explique qu'en fonction de la partie du corps où on va être, ben, on ne va pas chercher à avoir la même sensibilité. Parce qu'avec notre dos, on ne va jamais essayer d'attraper un truc, de discerner quelque chose, de faire des mouvements très fins et très spécifiques, comme éplucher un fruit, par exemple. Ce genre de choses. Donc on comprend bien qu'au niveau de la main, ça va être spécialement développé. Pareil au niveau de la tête et des lèvres et de la bouche.
on comprend bien que là, pour pouvoir parler, pour pouvoir exprimer ses sentiments aussi, quelque chose qui est très important. C'est des choses pour lesquelles notre corps va avoir besoin d'une sensibilité développée. Tac, tac. Nociception, douleur, bon, ben là, c'est d'autres informations. Et ça, théorie du système porte, c'est pareil, un truc qui va être intéressant de comprendre, mais qui ne va enfin, en tout cas, ce schéma ici ne sera sûrement pas l'objet de questions dans le concours. Hop là, on va arrêter ça. Donc ça, c'était pour l'exemple de ce petit cours-là sur qu'est-ce qu'il faut discerner entre ce qu'il y a à apprendre et ce qu'il n'y a pas à apprendre, ou en tout cas, qu'est-ce qui est peu pertinent d'apprendre. Parce que, comme je ne suis pas le professeur qui fait les questions, je ne peux pas vous garantir que tout ce que je vous ai montré ne tombera pas. Mais je peux, avec une probabilité de 99,9%, vous dire que tout ce que je vous ai montré ne tombera pas. Mais je ne peux pas être persuadé, je ne suis pas le prof. Mais par contre, la raison, parce que j'ai fait beaucoup d'annales à votre époque et que j'ai fait ces paris-là, ça a été des paris gagnants. Parce que ça m'a permis de travailler de manière moins acharnée, de travailler, d'être un peu plus libre d'esprit, tout en ayant très bien réussi mon année parce que je savais discerner les parties du cours qu'il fallait apprendre. Mais par contre, par rapport à certains mecs, je ne connaissais pas du tout mon cours. Les personnes qui pouvaient me réciter ce cours de physio sur le bout des doigts du début à la fin, ben c'est sûr que je le connaissais moins bien qu'eux. Mais ça, je vous prie de me croire, ce n'est vraiment pas pour ça que j'ai moins bien réussi que ces mecs-là. Et au contraire, ces personnes-là qui s'acharnaient à apprendre des grosses parties du cours qui étaient inintéressantes, en fait, ils occultaient une partie de leur mémoire et de leur capacité à se rappeler le jour du concours par ces zones de choses un peu confuses et obscures qu'ils avaient appris, et c'est dans l'incapacité de pouvoir sortir les choses intéressantes. Donc, hop là, je vais repartager ça. Votre partage d'écran est en cours d'écran. Normalement, c'est bon. Je vais juste me remettre. Tac, tac, tac. Donc voilà, ça, c'est les parties qu'il faut apprendre. Donc ça, j'ai mis quelques exemples ici, notamment les fonctions, l'analogie avec l'orchestre, la répartition de l'homunculus de Penfield. Ensuite, comment apprendre un cours sur le long terme? Donc, vous allez voir que là, en ayant parlé de tout ça dans le cours, j'ai évoqué un peu la suite du cours aussi. Mais là, on rentre dans deux parties qui sont assez intéressantes. Parce que ça va être comment l'apprendre et quelles sont les différentes techniques pour apprendre son cours. La première, donc, c'est à cette question qu'il n'y a pas qu'une seule bonne réponse. Chacun a sa manière exacte d'apprendre, debout, allongé, en marchant, etc. Donc, ça, c'est, je vous ai dit, chacun va se faire ses propres expériences, chacun va essayer et va voir qu'est-ce qui lui convient le mieux, dans laquelle il se sent le mieux, avec laquelle il est la plus à l'aise. Donc, sans prétendre donner la solution miracle, on va essayer de présenter les différentes techniques indispensables. Donc, la clé, c'est d'isoler les parties du cours qui ne sont pas connues, post-it fiche, afin de les relire bien plus souvent que le cours en lui-même. C'est que si à chaque fois que vous devez revoir certaines informations d'un cours, vous êtes obligé de vous retaper le cours du début à la fin, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. C'est que, comme j'ai passé pas mal de temps dire maintenant, dans le cours, il y a soit des informations importantes, soit des informations peu importantes. Il n'y a que si vous mettez tout sur la même échelle, en fait, dès que vous allez revoir un cours, vous allez revoir les choses importantes, les choses pas importantes. Dans les choses importantes et dans les choses pas importantes, il y a des choses que vous allez déjà avoir apprises. Donc du coup, sur une relecture de cours qui va vous prendre 1 heure et demie, vous allez passer 1 heure à relire des choses, soit que vous connaissez déjà, soit qui ne sont pas importantes, et vous allez passer seulement une demi-heure à relire les choses pertinentes, les choses qu'il faut apprendre, les choses à saisir. Donc, du coup, c'est très important dès le début. Et donc ça, c'est d'entrée en ça, arriver à la capacité à discerner les choses importantes et les choses pas importantes, c'est quelque chose qui va venir avec le temps, qui va venir en faisant les premiers cours, en faisant les QCM, en faisant des annales, et c'est là que votre capacité de discernement va arriver. Donc du coup, c'est normal, si le premier cours, vous êtes un peu perdu, vous ne savez pas quoi faire. Mais au fur et à mesure que vous faites des cours, il faut être dans cette optique-là que tout n'est pas à apprendre et qu'il faut arriver à cibler l'information importante. Donc du coup, voilà, et la clé, c'est de cibler ces parties importantes et que vous ne connaissez pas, parce que les choses que vous connaissez, c'est bien d'y revenir de temps en temps, mais il faut surtout cibler les parties que vous ne connaissez pas encore très bien. Donc voilà, ça c'est ça, ensuite, il y a plein de manières de le faire. Des fiches, si vous faites des fiches, attention, et ça c'est attention surtout à ne pas réécrire tout. Attention à ne pas écrire des informations qui sont connues ou des informations peu importantes. Si vous faites des fiches, faites très attention à cibler l'essentiel. Et ça, je sais que c'est assez dur, surtout quand on sort de terminale, on nous apprend à bachoter et à apprendre des choses, et à faire des fiches et des définitions. Mais là, on ne vous demandera pas de définition mot pour mot. On ne demande pas de répondre à un QCM. Et ça change énormément la manière de voir les choses. Et ça change énormément dans la manière dont vous êtes évalué.
Donc voilà, il faut vraiment arriver à isoler cette information-là, isoler ce que vous ne savez pas et ce qui en plus est important. Parce que des choses que vous ne savez pas, le cours en est rempli. C'est que jusqu'à la fin, vous ne connaîtrez pas une majorité de votre cours. Vous ne connaissez pas la majorité des détails. Et en prenant juste par exemple le cours de physio qu'on vient de faire, vous ne connaîtrez pas tous les mécanorécepteurs, vous ne connaîtrez pas, vous ne pourriez pas réciter dans l'ordre toutes les grandes fonctions du cerveau, vous ne pourriez pas réciter à la virgule près la définition de somesthésie et de nociception, ce sont des choses normales. Il ne faut pas s'inquiéter pour ça. Mais par contre, si vous avez du mal à réciter les caractéristiques des voies spinothalamiques et des voies lemniscales, là, il faut le noter. Là, il faut l'écrire sur une fiche et le relire un peu plus souvent que le reste. Donc, du coup, discerner la révision d'un cours et la relecture de ses parties sentantes. Ce sont des choses qui sont différentes et qu'il faut que ce soit clair dans votre tête. Et donc ça, je parle un peu de ce qu'il y a après. Mais ça, pour moi, les visions du cours complètes, où vous reprenez le cours et vous lisez tout du début à la fin, ça se fait pour la première vision et ça se fait pendant les révisions. Mais entre-temps, il faut, après la première vision, une fois qu'on a fait quelques QCM et quelques annales et qu'on a vu qu'il y a des choses importantes, à ce moment-là, on isole. On isole les parties importantes, on isole les parties qui tombent en annales, on isole ces choses-là et on bosse que ça, et on apprend que ça, et on apprend que ça, on apprend que ça. Et ensuite, pendant les révisions, vous allez avoir beaucoup de temps, vous allez reprendre chaque cours pour à nouveau le décortiquer. Et c'est à ce moment-là où vous reprendrez le cours en entier. Et, vous allez voir que si vous avez bien bossé les parties qui sont importantes, vous connaissez l'essentiel. Et ensuite, là, c'est ce moment-là où on rajoute, comme on est assez à l'aise avec le cours sur ce qu'on a appris, on se permet de rajouter 2-3 informations qui nous permettent moins importantes, mais on ne sait jamais parce qu'il faut toujours plus apprendre que pas assez, mais dans la mesure de ce qui est raisonnable. C'est que cette phrase a un sens quand on raisonne derrière. C'est qu'il faut apprendre ce qui a tout de même une chance de tomber. Les choses qui sont intombables, ça ne sert à rien de les apprendre. Cette année, votre seul objectif, ce n'est pas forcément de comprendre parfaitement le cours, mais c'est avant tout de pouvoir répondre de manière correcte au concours. Et ensuite, il y a les quiz qui existent sous différentes formes. Donc ça, je vous mets ça ici parce que c'est la manière dont j'ai bossé toute l'année. C'est comme ça que j'ai bossé, c'est que moi, je fonctionnais en quiz. C'est que je faisais... Donc, j'ai appris un peu plus tard qu'on pouvait appeler ça des genres de flashcards. C'est que moi, mon cours, je le faisais entièrement sous forme de quiz. C'est que je mettais, si vous voulez, des sous-parties de chaque cours. Et je faisais... hier, quelqu'un m'a parlé d'un truc de la feuille blanche et c'est un peu ça que je faisais. C'est que j'écrivais sur un cours, par exemple, là, je m'écrivais donc j'aurais pris une feuille de papier, donc c'était toute petite feuille de papier que je me coupais, et d'un côté, j'écrivais voie extrême lemniscale, de l'autre côté, j'avais toutes les définitions et toutes les caractéristiques que je jugeais importantes, et en fait, pour réviser mon cours, je lisais juste voie extrême lemniscale, j'avais mon ardoise et mon stabilo, et j'écrivais les réponses, et ensuite, je regardais la correction, et je me trompais tout le temps, jusqu'à la fin, etc., mais c'est comme ça que ça rentrait, parce que rien ne rentre, parce qu'en lisant quelque chose, ça peut rentrer si vous marchez comme ça peut rentrer sous certains aspects, mais ça rentrera jamais aussi bien que quand vous-même essayez de retrouver l'information. Quand vous-même prenez votre logique, parce que vous n'allez pas l'apprendre par cœur tout de suite, mais c'est à vous de réfléchir, de dire, mais attends, voie extra-méniscale, c'était cette douleur-là, du coup, ça me paraît logique que ce soit ça. Vous avez faux, vous avez tort. Au moins, c'est à la création d'une compréhension globale du coup. Donc, j'insiste sur le fait que la manière d'apprendre quelque chose, c'est la meilleure manière d'apprendre quelque chose, c'est de la comprendre. Il ne faut pas hésiter à se tisser des liens de compréhension farfelus. Donc ça, comme je le dis depuis le début, les choses sur lesquelles j'insiste, il faut comprendre son cours avant tout, avant de l'apprendre, et que l'apprentissage, c'est quelque chose par cœur. Soit c'est quand elle est nécessaire, parce qu'il y a des mots de vocabulaire, parce qu'il y a des définitions avec des adjectifs, comme pour les voies lemniscales, extra-lemniscales, soit... soit parce que c'est trop compliqué, parce que c'est trop dur, parce que c'est un sujet qui, en plus de tomber en anal, parce que c'est là où il faut apprendre bêtement, comme on peut vous en parler, c'est que quand quelque chose tombe en anal, mais qu'on ne comprend pas, notamment le cours de RMN sur la résonance magnétique, le fonctionnement de l'IRM, c'est un cours très compliqué, où les choses qu'on nous demande sont très spécifiques, et que si vous arrivez à le comprendre, tant mieux, mais ce n'est pas la majorité des personnes, et donc là, on bachote, là, on apprend bêtement à quoi ça correspond. Mais sinon, même pour ces choses-là, au lieu d'apprendre bêtement quand on n'arrive pas à saisir, ou alors quand les choses ne sont pas forcément très bien expliquées, il faut se faire des liens logiques. Par exemple, là, je vais reprendre l'exemple, parce que c'est l'exemple que j'ai écrit en vert ici, du sillon central de Rolando avec la partie de la sensibilité.
on nous dit que la sensibilité est sur la partie arrière du sillon de Rolando. Et donc, on ne nous explique pas vraiment pourquoi, on nous sort ça un peu du chapeau. Mais parce qu'en QCM, ça existe sûrement, la question de la partie pour la motricité est en arrière du sillon de Rolando. Donc là, on vous piège alors que la motricité, c'est en avant et la sensibilité en arrière. Mais il faut avoir sa propre manière de réfléchir et de contrecarrer le truc en lisant, quand on lit la phrase le parti de la sensibilité est en arrière du sillon de Rolando, il faut essayer de se tisser des liens un peu farfelus, des liens un peu spécifiques à nous, parce que chacun a sa technique, chacun a son raisonnement, et comprendre que l'information passe à travers la moelle épinière, passe dans la colonne vertébrale, va monter jusqu'à l'arrière du crâne au niveau de la moelle allongée, du bulbe, où certains vont décusser, avant d'arriver dans le cerveau. Donc ça paraît cohérent que l'information arrive à l'arrière de notre crâne. C'est pour ça que cette partie de la sensibilité va être en arrière du sillon de Rolando. Donc ça, c'est peut-être vrai, c'est peut-être pas vrai, on n'en sait rien. Mais la question, c'est comment est-ce qu'on arrive à retrouver par la logique la réponse? Et que du coup, le jour du concours, si on vous pose cette question, vous ne l'aurez pas forcément appris par cœur. Et quand on va vous poser ça, vous allez réfléchir dans votre tête, vous dire, attends, mais ça passe par là, du coup, oui, c'est en arrière. Et en plus, on en est sûr. Et c'est un truc qui est très important pour le jour du concours, c'est l'assurance avec laquelle on aborde les questions. C'est que quand on répond aux questions et qu'on n'est pas sûr, on panique. Et quand on panique, là, c'est la catastrophe. Parce que c'est un espèce de puits sans fond. Plus on panique, plus on oublie, moins on est sûr, plus on panique. Et là, c'est la catastrophe. Alors que quand vous avez compris quelque chose, si on vous met ces questions-là, le sillon, la sensibilité se situe en arrière du sillon de Rolando. Quand on a notre lien logique qui a tissé cette compréhension, c'est évident, il n'y a aucune question à se poser. Oui, et ça ne peut pas être autrement parce que je l'ai compris comme ça et que ça a marché. Peu importe si c'est la réalité, peu importe si la justification est un peu farfelue et un peu capillotractée. C'est pas ça la question. La question, c'est est-ce que notre compréhension, est-ce que ça nous permet le jour du concours d'être assuré de la réponse? Et la réponse est oui sur ces choses-là. Du coup, il ne faut pas hésiter à faire des liens un peu farfelus, à chercher des explications un peu tordues. Mais voilà, il ne faut vraiment pas hésiter à faire ça. Et enfin, donc là, il nous reste 10 minutes pour parler de la chose dont j'ai commencé à évoquer brièvement, mais les choses les plus importantes, qui sont les QCM. QCM qui sont un point central de la réussite, qui sont un point central de l'apprentissage, qui sont un point central de la compréhension. Donc les QCM sont un plus déterminant dans votre capacité à réussir l'année. Il ne faut pas avoir peur de trop en faire de manière intelligente, car ils sont décisifs. C'est que les QCM, certains vous diront qu'il vaut mieux relire ses cours, certains vous diront plein de choses, mais faire un QCM, c'est jamais une perte de temps. Et faire un QCM quand on le fait bien. Un QCM, ça sert à rien de le faire si on ne prend pas le temps. Et c'est dur, hein. Et que souvent, le problème du QCM, c'est qu'il y a une note et qu'on est souvent happé par la note. On veut savoir combien on a eu, on veut savoir combien a eu le mec à droite, le mec à gauche, le mec devant, le mec derrière. Est-ce qu'on a bien réussi? Quel classement on a fait? Mais c'est pas pour ça que le QCM est intéressant. Le QCM est intéressant et est très utile et très pertinent et vous permettra d'apprendre et de comprendre plein de choses quand vous le faites bien. C'est que chaque QCM, que ce soit l'écurie, que ce soit un QCM sur Objectif Pass ou sur Medibox ou un QCM de Dan, il faut toujours prendre le temps de lire la correction. Il faut toujours prendre le temps de comprendre ses erreurs. Et il faut toujours prendre le temps de noter ses erreurs aussi. Parce que c'est comme ça que vous allez arriver à progresser. Les QCM, c'est souvent les mêmes. Les QCM sont redondants. Les QCM sont toujours un peu la même chose. Et donc, du coup, si vous prenez le temps de comprendre votre correction d'écurie, de comprendre vos corrections de QCM, vous allez forcément retomber sur le même QCM une semaine, 2 semaines, le lendemain, 2 heures après. Enfin, tout le temps, vous allez retomber dessus au jour du concours. Et si vous êtes passé dessus parce que la seule chose qui vous apportait, c'est de savoir si vous avez eu 12 ou 13 ou 14 pour votre écurie et qu'après on jette l'écurie, ça ne sert à rien. Il ne vaut mieux pas la faire l'écurie. Mais par contre, vous avez eu 8 ou 18, chaque erreur que vous avez fait, vous la prenez, vous la comprenez, vous la décortiquez. C'est fatigant et qu'on est tellement happé par cette note, tellement happé par ce plaisir du résultat. Mais bon, ça, il faut le faire avec une régularité et avec un vrai dévouement à cette tâche de réfléchir, de prendre, de se calmer et de lire la correction du QCM et de l'écrire. Donc, avant de vous évaluer, faire un QCM, c'est une manière de revoir certains aspects de vos cours. Voilà, c'est que le QCM, vous allez en faire pas mal en écurie, mais moi, je faisais énormément de QCM. C'est que sans vouloir être prétentieux ou
ou quoi que ce soit, c'est que moi, j'ai très, très bien réussi mon année de P1 et sans bosser comme un chien, sans bosser comme un fou. Et je ne suis pas en train d'essayer de me vanter mon intelligence, mais juste que je pense que j'ai une très bonne manière de répartir mon travail, mes charges de travail, et les QCM ont une place énorme dans mon travail. Là, je vais vous en parler un peu après de comment je les faisais moi. Mais les QCM, il ne faut pas voir ça comme quelque chose de mal ou quelque chose de reposant. Les QCM, c'est une révision en soi. Faire des QCM un peu tout le temps. Donc moi, je faisais des QCM un peu tout le temps sur un peu tous les cours. C'est une manière de revoir, une manière de voir de nouvelles parties du cours. C'est que, et c'est là où je parle d'un truc, donc quand on va faire des QCM, il y a différents types de corrections. C'est que souvent, notamment sur les QCM qui sont envoyés par Dan, les QCM sont très bien, mais les corrections sont souvent un peu pauvres, manquent un peu de détails, manquent de compréhension. Et là, c'est moi la chose qui, sans hésiter, a été la chose la plus déterminante dans la réussite de mon année, c'est quelque chose qui s'appelle Objectif Pass. Donc, je sais que tout le monde a déjà pris ma master prépa en prépa et que ce sont des choses qui coûtent de l'argent. Objectif Pass, c'est une écurie en ligne qui vous propose des QCM pour lesquels chaque QCM est détaillé avec des tuteurs qui expliquent et c'est des QCM qui sont reçus d'une année. Donc chaque tuteur a souvent des corrections très très détaillées avec un espace pour les réponses. Et donc moi, c'est sans hésiter le point qui a été déterminant pour ma réussite parce que c'est ça qui me permettait de faire des QCM et c'est très ludique de faire ces QCM-là parce qu'une fois qu'on a répondu aux 5 items, on a directement la correction. Il ne faut pas attendre d'avoir fait 15-20 questions pour avoir la correction. Et c'est à ce moment-là, une fois qu'on a fait 15 questions, que l'appât de la note est très fort. Alors que là, quand c'est QCM par QCM, à chaque fois, on se penche sur la correction, on lit la correction. Donc, c'est une prépa en ligne qui peut vous coûter 300 balles. C'est quelque chose que vous pouvez prendre à plusieurs. Vous pouvez être à 3 ou 4 sur un compte, ce qui permet de drastiquement réduire la note. Tu vois, vous voyez, 75 € pour l'année, si vous êtes à 4 dessus, ça vaut vraiment, 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 vraiment le coup. Et ça, c'est très bien parce que ça vous permet d'en faire quelques-uns, ça vous permet de les isoler. Et là, tout à l'heure, on m'a posé la question des annales. Sur Objectif Pass, il y a plein de fonctions, et notamment, il y a la fonction de pouvoir isoler une annale, faire l'annale de 2019, par exemple, en biochimie. Et à ce moment-là, tu as toute l'annale qui sort, et vous pouvez la faire et répondre aux questions. Mais vous pouvez aussi trier les annales par cours. C'est que vous allez sélectionner dans Objectif Pass 15 annales, puis vous prenez le cours de l'atome, et là, il va vous sortir les 10 questions qu'il y a sur les annales. Et si vous avez Medibox, c'est pareil. Et on va vous sortir les 10 questions qu'il y a sur les annales, et enfin les 10 annales d'un cours particulier. Et là, vous allez pouvoir regarder le cours, vous allez pouvoir regarder les questions, voir si c'est plus ou moins redondant, quelles sont les parties. Donc, Objectif Pass, c'est vraiment quelque chose qui est très, 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 très utile. Moi, tous les jours, je faisais au moins 1 heure et demie de QCM. Dès que je finissais un cours, je faisais un QCM. Puis, une fois que j'avais fait quelques QCM, je regardais les annales. Donc, je regardais les annales tout de suite pour voir sur quelle partie du cours le prof insistait, pour voir est-ce que les questions sont difficiles ou pas difficiles, parce qu'il y a plein de cours où les questions sont triviales, où les questions sont évidentes. Et à ce moment-là, on comprend bien que la nécessité de bosser le cours va être moins importante que pour un cours où chaque question est une plaie. Il y a des cours où le prof cherche à faire énormément réfléchir, fait des pièges ultra tordus. Et à ce moment-là, c'est les cours où, bien sûr, il faut insister. C'est les cours où il faut aller plus loin que la simple compréhension générale. Et c'est ces cours-là, il faut se forcer à apprendre. Parce que oui, des fois, il faut se forcer à apprendre. Mais sur des cours, quand on voit qu'en annale, c'est très facile, bah alors ça n'a aucun intérêt d'apprendre le cours comme un chien, d'apprendre le cours comme un fou, à la moindre virgule, au moindre détail. Donc ça, c'est les annales qui vous permettent de juger quel est le niveau attendu par le cours, quel est le niveau de compréhension et le niveau d'apprentissage attendu par le cours. Et ça, ce sont des choses que vous allez pouvoir faire grâce aux annales. Et ensuite, les QCM, c'est des choses qui ne sont pas du coup uniquement des annales, parce que tu as aussi les QCM qui sont faits par les tuteurs, mais souvent, sur Objectif Pass notamment, ce qui est génial, c'est que les corrections sont à chaque fois détaillées, sont à chaque fois expliquées, et les tuteurs souvent prennent le temps d'expliquer, de reprendre une partie du cours dans la correction, et ça, c'est génial, parce que des choses qu'on n'a pu pas comprendre, parce que le cours est mal fait, parce que c'est trop compliqué, certains tuteurs vont vulgariser, certains tuteurs vont reprendre les bases, et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment un plus, ces QCM-là. Donc, sans cette dernière étape, en parlant du fait de lire le QCM, en faire après chaque cours, révision d'un cours et de manière un peu décousue tout au long de l'année. Moi, tous les soirs, je faisais 1 heure, 1 h 30. C'est qu'en gros, je bossais, j'allais à la fac le matin et l'après-midi, je bossais 1 ou 2 cours, les cours de la journée. Et je rentrais chez moi vers 18 h. Je prenais une petite pause et je faisais ensuite de 20 h à 21 h 30 1 h 30
1 heure, 1 h 30, où je prenais à la fois les QCM de la journée, où là j'en profitais pour faire quelques annales, et à la fois je reprenais le QCM des jours précédents, des cours 3 jours avant, et je pouvais reprendre un QCM sur le cours des glucides qu'on a fait le 8 octobre. Donc les dates sont évidemment un peu au hasard, mais c'est ça. Et Medibox, tu conseilles Objectif Pass suffit STP. Alors moi, je préfère 1000 fois Objectif Pass, sans hésiter. Sans hésiter, sans hésiter, parce que ce qui est bien sur Medibox, c'est les cours, mais Dan vous les envoie. Et la manière, bon, mais Medibox, c'est bien aussi, hein, c'est que si vous avez Medibox, ça peut suffire. Mais bon, c'est moins bien fait, il y a plus de fautes. Et surtout, le vrai avantage d'Objectif Pass, c'est qu'en bas, il y a une case réponse, une question-réponse, où du coup, d'autres étudiants des années précédentes ou les étudiants de votre année vont poser des questions et vous avez accès aux questions et aux réponses, et notamment au niveau des fautes. C'est que dès qu'il y a des fautes dans les corrections d'annales, ou dès qu'il y a des items ambigus, des étudiants vont dire moi je suis pas d'accord. Il va y avoir des débats qui vont être plus ou moins pertinents. Des fois c'est un peu bullshit, mais des fois c'est très pertinent. Et ça, c'est le vrai avantage d'Objectif Pass par rapport à Medibox. Et bon, voilà, sur ça, ensuite, voilà, moi je conseille Objectif Pass, mais ne prenez pas ce que je vous dis comme message divin. Mais voilà, n'hésitez pas à écouter d'autres avis. Mais voilà, moi, Objectif Pass, c'est vraiment à ça que je donne mon année et c'est à ça que je donne ma réussite. Je faisais 1 heure, 1 h 30 dans les ordres. J'avais aussi des feuilles d'erreur. Voilà, les feuilles d'erreur, très important. Donc, la feuille d'erreur des annales, feuille d'erreur de QCM, très important. Et surtout, la feuille d'erreur des annales, ça, il faut que ce soit le Graal. La feuille d'erreur des annales, c'est que chaque annale que vous faites une feuille d'erreur, vous écrivez. Et ça, il faut la relire tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que les annales, ça représente 30 à 40 à 50, voire 60% en fonction des matières, en fonction des années, des QCM qui sont déjà tombés. C'est-à-dire que je finis sur ça et je réponds à la question d'Anne-Laure. Les annales, ça retombe tout le temps. C'est les mêmes questions qui vont tomber à chaque fois, chaque année. Donc du coup, il faut être imbattable sur les annales. Sur les annales, il faut pouvoir, dans les grosses matières, U1, UE3, sur les années, avoir 15 ou 16 ou 17 à chaque fois qu'on les fait. Il faut connaître par cœur les questions, par cœur le raisonnement que les questions emmènent, parce que c'est pas toujours exactement la même question au mot près. Donc du coup, apprendre par cœur, c'est pas forcément pertinent, mais ça va être le même type de question, où le prof, pour pas trop se fouler, va juste changer la tournure, va mettre une négation dans la phrase. Du coup, si on a compris ce que la question qui a été posée les années précédentes, alors ça devient d'une banalité de répondre aux questions. Et c'est ça notamment, moi par exemple, j'ai beaucoup bossé l'U1, l'UE3, j'étais incollable sur les annales du 1, du E3, et c'est ce qui m'a permis d'avoir des super notes dans ces deux matières, parce qu'en fait, chaque question, je retrouvais l'annale, je retrouvais, ça je savais que c'était 2015, ça 2018, ça 2020, et je pouvais répondre avec une facilité déconcertante, parce que chaque item, je le connaissais, et quand c'était pas exactement le même que j'avais vu, c'était un item détourné. Et donc c'est ça qui m'a permis vraiment, en sortant de l'UE1, je me rappelle très bien, j'étais persuadé d'avoir au moins 16, parce que je savais que sur les 30 questions qui ont été posées, il y en avait 20 questions que j'avais déjà vues en annales. Donc du coup, ça, voilà, apprendre les annales par cœur, c'est le plus important. Les annales, c'est vraiment le truc déterminant avec les QCM. Donc voilà, en plus, ça vous permet de voir certaines notions, c'est ce que je vous ai dit, les corrections sur Maté, sur Objectif Pass, je l'ai mis ici, elles peuvent nous permettre de comprendre certaines parties. Voilà, aussi, quand on a marre, quand on sature, on fait des QCM, faire des QCM. Donc, parmi les QCM, on a aussi ce qu'on appelle les annales. Ce sont les QCM tombés au concours de l'année précédente. Chaque année, plus de 50% des QCM du concours sont largement inspirés, voire repris à l'identique des années précédentes. Il est primordial de faire avec une grande attention les annales des 5 dernières années. Je vous conseille de jeter un coup d'œil après votre première vision, car elles mettent en lumière les parties du cours qui sont considérées comme importantes par le prof, afin d'optimiser, de cibler la suite de l'apprentissage des cours. Ensuite, une fois que la matière est terminée, donc ça c'est quand vous arriverez en fin novembre, il faut faire plusieurs fois il faut faire plusieurs fois les annales entières. C'est que faire les annales cours par cours, c'est très important au début. Et à la fin, il faut passer au truc des annales entières. Il faut faire les 20 questions d'affilée parce que c'est plus compliqué. Parce que quand on fait un seul cours, on fait que les annales du cours d'atomes, par exemple, on a le cours en tête, ça ce qu'il y a. Mais quand on fait parce que c'est comme ça que c'est présenté dans du concours, une question glucide, une lipide, une enzymo, on repart sur de l'ADN, on fait de la thermo, des orbitales, etc. Ça devient plus galère, ça devient plus compliqué, ça devient plus lourd. Donc, du coup, il faut s'entraîner aussi à ce niveau-là. Et ça, les annales des dernières années, il faut les faire tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il faut les connaître par cœur. Moi, sans mentir, j'ai dû faire les annales des 2 années précédentes une 8 ou 9 fois. Et les 5 années précédentes, j'ai dû les faire au moins 3-4 fois.
avant la 5e année, c'est intéressant de les faire, mais les faire 1 ou 2 fois, ça suffit. Parce que statistiquement, ça tombe beaucoup moins alors que l'année précédente, il y a au moins 5 ou 6 questions qui seront reprises presque telles quelles, et pareil pour l'année d'avant. Donc faire ainsi permet de mettre en avant les points du cours à retravailler, voilà. Et notamment pendant les révisions, quand vous ferez ces annales tout en entière, ça vous permettra de voir les cours que vous ne connaissez pas, voir les cours que vous connaissez bien, ça vous permettra de voir les cours sur lesquels vous prenez tout le temps les points. À ce moment-là, ça ne sert à rien forcément de les rebosser. Donc là, j'ai essayé de faire un résumé. Donc la découverte du cours, on peut y passer. On n'a pas d'y passer du temps. Il faut chercher à comprendre tout ce qu'on peut. On fait ensuite directement des QCM pour chercher des explications complémentaires et voir ce qu'on a compris. Les notes au début sont souvent très mauvaises. Puis on jette un œil aux annales pour voir les parties du cours à cibler. Donc ça, c'est la première partie, c'est la première vision. L'apprentissage par cœur se fait tout au long du quad. On alterne QCM, annales, relecture des cours. Donc relecture des cours, je parle aussi relecture des parties de cours isolées qu'on a ciblées parce qu'on considère comme importantes. La compréhension, bon voilà. Tac, tac, tac. Au moment des révisions, on recommence tout à zéro. On reprend chaque cours que l'on décortique à l'aune des connaissances acquises. On cible les parties qui tombent en annales et qu'on ne connaît pas bien. Donc ça, c'est ce que je vous disais sur la dernière partie. Les annales pendant les révisions, on le fait cours par cours. Enfin, on fait tous les cours en entier pour voir les cours qu'on ne connaît pas. Et voilà, donc une fois toutes ces étapes faites avec sérieux régularité, on défonce le cours pour faire fête en P2. Parce qu'une fois que la peine est passée, vous allez voir, c'est très agréable. Donc, est-ce que Objectif Pass est utile en LAS? Alors malheureusement, je n'ai pas été très utile en LAS. J'ai pas fait LAS. Du coup, je ne peux pas trop répondre. Mais j'aurais tendance à dire que oui, c'est utile parce que c'est des QCM, c'est toujours utile, qu'il y a des annales qui sont mises, il y a des corrections qui sont pertinentes, il y a des choses. Donc, du coup, voilà. Moi, je pense, franchement, j'ai été un grand fan d'Objectif Pass. Et je tiens à dire que je ne suis pas payé par Objectif Pass pour faire la promotion et que c'est vraiment un truc qui m'a beaucoup servi et avec lequel, enfin, c'est vraiment grâce à ça et c'est à eux que je donne mon avis. Donc voilà, moi j'ai fini ce que je voulais vous dire sur ce cours-là. J'espère que j'ai pas trop radoté et que ça a été suffisamment clair, que je ne suis pas allé trop vite sur certaines parties et qu'il n'y a pas trop d'incompréhension sur ce que j'ai dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire maintenant à haute voix ou à l'écrire sur le chat et à m'envoyer des messages sur WhatsApp. Normalement, vous avez mon numéro. Et au pire, vous l'avez là, au-dessus du cours. Je vous le mets là si jamais un de vous ne l'a pas. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer des questions sur quoi que ce soit, sur la compréhension d'un cours. Et, et voilà. Est-ce que tu penses que les QCM du tutorat de la fac sont bien? Non. Non, honnêtement, ils sont nuls. Il y a beaucoup de fautes, beaucoup trop d'erreurs. Moi, j'en ai fait un en début d'année, c'était un carnage. Du coup, si vous n'avez pas Objectif Pass, si vous n'avez pas Medibox et que Dan n'envoie pas assez de QCM et qu'il vous faut une source de QCM, oui, faites-le. Mais par rapport à Objectif Pass, ça n'a rien à voir. C'est vraiment deux poids, deux mesures. C'est vraiment, vraiment 1000 fois mieux Objectif Pass. Du coup, je conseille 1000 fois plus Objectif Pass que le tuteur de la fac. Mais dans l'absolu, si vous faites les QCM, il vaut mieux les QCM de la fac qu'aucun QCM. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, moi j'avais une question. Est-ce que c'est une perte de temps d'aller à la fac en présentiel ou pas? Alors ça, c'est une différence entre chacun. Moi, je sais qu'au premier quad, j'allais à la fac tous les jours, mais que ça m'a très, très peu servi. Très, très peu servi. C'est que ça va dépendre de vos manières d'apprendre, de votre manière de suivre le cours. Si vous allez à la fac, ça peut être pertinent si vous passez les 4 heures de cours à être ultra attentif, à s'investir à fond. Moi, je sais que j'y allais, mais que très vite, je décrochais. Donc à ce moment-là, si c'est pour rien foutre, enfin, ou juste pour écouter d'une oreille et ne pas suivre le cours, ça sert à rien. Mais par contre, si vous y allez avec une assiduité et que vous êtes là à prendre des notes, à écouter, à poser des questions, à ce moment-là, oui, je dirais. Et si c'est si c'est vraiment juste pour être là, franchement, il vaut mieux bosser sérieusement chez soi. Mais mais écouter un cours, je sais que ça peut aider beaucoup. Parler avec, quand vous êtes là-bas, quand il n'y a pas forcément grand monde, vous pouvez un peu parler avec le prof. Donc, du coup, faut pas hésiter. Mais voilà. Mais bon, ça dépend. Si vous y allez pour être sérieux, il faut y aller. Sinon, ça ne sert à rien d'y aller. Du coup, ça, c'est vraiment à vous de vous faire votre propre avis. Au début, allez-y 1 ou 2 jours et vous allez vous faire votre propre avis. Mais moi, je pense que, en tout cas pour ma part, je sais que j'étais de toute façon plus efficace en restant chez moi et en bossant le matin 4 heures qu'en allant à la fac. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais couper le cours. Du coup, enfin, je vais couper le truc. Du coup, passez une bonne soirée. Bon courage à vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et voilà, et nous, on va se voir à l'après-rentrée et à la prépa. Bon, allez, bon courage à tous. Et voilà, si vous avez des questions, envoyez-moi un privé. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir, merci.